de recherche du Québec, Société et Culture, et du Secrétariat à la condition féminine, tous deux partenaires dans le programme d'action concertée du Fonds Société et Culture. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances. Oui, vous êtes nombreux, nombreuses à avoir répondu à notre invitation. Donc, plusieurs personnes inscrites d'horizons divers, ce qui nous apparaît une indication claire que la présentation d'aujourd'hui vous interpelle et répond à un besoin bien concret. Je me présente, Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au FRQSC et c'est avec plaisir que j'animerai cette rencontre. Nous recevons aujourd'hui Alexa Martin-Story de l'Université de Sherbrooke qui est accompagnée de Stéphanie Boutin de l'Université du Québec à Montréal. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est au Reine de la technologie, donc technicienne au FRQSC, qui est responsable de l'organisation de cette séance et de son opérationnalisation sur la plateforme de visioconférence. Et avec nous également, Mme Élise Demers, qui est conseillère en égalité au secrétariat à la condition féminine. Alors, nous partagerons le rôle de modératrice tout à l'heure lorsque viendra le temps de soumettre vos commentaires ou questions dans la section discussion que je vous invite à identifier dès maintenant au bas de votre écran. Lorsque cette période de questions sera lancée, bien, sachez que vos commentaires ou questions ne sont pas partagés à l'ensemble des participants et participantes dans cette section, mais qu'on les dirige uniquement vers les panélistes. Alors, brièvement, pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, le FRQSC, je me permettrai de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et lettres. Et pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs universitaires du Québec. Dans le cadre du programme Action concertée du FRQSC, la particularité ici que nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Alors, qui sont ces partenaires? Bien, ils sont pour beaucoup des ministères, des organismes parapublics, en l'occurrence le secrétariat à la condition féminine ici, également du secteur privé. Et ces partenaires, en souscrivant à nos programmes, adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. C'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et ses organismes et l'organisme partenaire organisent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, c'est précisément en réponse à un appel de proposition d'action concertée ciblée lancé en 2019 par le secrétariat à la condition féminine et le FRQSC, invitant la communauté scientifique à soumettre une proposition de projet de recherche, puis à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, que le projet de Alexa Martin-Story de l'Université de Sherbrooke et les membres de son équipe a été sélectionné. Alors, cet appel de proposition avait pour objectif d'améliorer les connaissances sur la violence verbale et la violence indirecte entre les jeunes filles du troisième cycle du primaire et du secondaire, en explorant l'influence des stéréotypes sexuels et sexistes sur leur expression et sur les interventions auprès de cette population. Et les résultats attendus visaient à mieux comprendre ce phénomène et à en dégager des pistes de réflexion et d'action pour améliorer la prévention et l'intervention auprès des jeunes filles. Alors, nous accueillons donc Alexa Martin-Story, qui est de l'Université de Sherbrooke. Elle est titulaire de la chaire de recherche CRC-CRSH de niveau 2 en stigmatisation et développement psychosocial au département de psychoéducation. Sa recherche est basée sur deux questions principales. Comment l'injustice
sous-jacente dans notre société conduit certains individus à subir des niveaux de stress disproportionnellement plus élevés que les autres, comme de la discrimination, le désavantage socio-économique, la victimisation par les pairs, l'exclusion sociale. Et dans ce second temps, comment la manière dont les enfants, les adolescentes et les adolescents réagissent aux expériences qui influencent leur santé mentale et leur réussite scolaire. Alors, son programme de recherche, actuellement financé par les gouvernements fédéral et provincial, porte sur l'interaction entre ces deux questions de recherche. Donc, elle est accompagnée de Stéphanie Boutin, qui est professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, dans la section éducation. Stéphanie Boutin, donc, s'intéresse aux violences entre pairs ainsi qu'au développement et à l'adaptation des élèves impliqués dans ces violences. Elle s'intéresse particulièrement aux conduites violentes qui s'attaquent aux relations sociales d'une victime et à sa réputation, ainsi qu'aux facteurs systémiques et socioculturels qui peuvent expliquer ces violences. Alors, bienvenue à vous deux. Sans plus tarder, je vous invite à partager la présentation. Et je vous cède donc la parole afin que vous puissiez nous présenter le fruit de vos travaux. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Donc, vous verrez la présentation. Excellent. Donc, bonjour, merci à Madame Godbout pour ces gentils mots. Donc, aujourd'hui, je vais présenter les résultats de notre rapport sur la victimisation barbare relationnelle et indirecte chez les filles, où nos objectifs étaient vraiment de mieux comprendre le phénomène d'intimidation auprès des filles en ciblant surtout l'intimidation fondée sur le genre. Donc, juste pour vous donner une idée de notre plan de présentation aujourd'hui, je vais en premier présenter le contexte et les objectifs. Je vais parler à propos de notre équipe de recherche. On va discuter pourquoi on doit étudier, c'est important d'étudier l'intimidation et spécifiquement pourquoi c'est important d'étudier l'intimidation chez les filles et présenter nos objectifs de recherche d'une façon assez large. Ensuite, je vais discuter les méthodes qu'on a utilisées pour répondre à nos questions de recherche. Je vais présenter les résultats spécifiques en lien avec les pistes de solutions. Donc, évidemment, c'est un grand rapport. Il y a beaucoup de détails là-dedans. Mais vraiment, aujourd'hui, je vais cibler les 5 grands résultats que nous avons trouvés dans plusieurs des études. Et ensuite, je vais discuter les prochaines étapes, donc les projets de recherche en cours, ainsi que les activités de sensibilisation et de transfert de connaissances. Donc, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur d'avoir l'opportunité de parler avec vous à propos de ces enjeux. Donc, ça, ce n'est pas le type de projet de recherche qui peut se faire toute seule. Notre équipe de recherche a consisté de plusieurs professeurs, moi, ainsi que Geneviève Paquette et Mélanie Lapam à l'Université de Sherbrooke, mes collègues Mélanie Dirks et Caroline Temchef à l'Université McGill, ainsi que Stéphanie Boutin à l'Université UQAM. Stéphanie est ici avec nous aujourd'hui, elle est surtout capable de répondre à votre question à propos de l'intimidation agie. Nous, c'était une des grandes forces de le programme Action Concertée qui a bénéficié de notre programme beaucoup. C'était notre comité de suivi dont vous avez déjà rencontré Madame Demers, mais également Madame Fortin, Madame Laflamme, Madame Lépine-des-Bois. Je ne vais pas nommer tout le monde parce que c'est une très grande liste, mais c'était un comité qui a dévoué beaucoup de temps, qui a nous insisté à chaque étape. Donc, notre préparation des études, l'interprétation des données, l'application et le transfert des connaissances des données qu'on a trouvé dans nos 3 études. Et avoir ce comité de suivi qui était tellement diligent, qui était tellement impliqué, était vraiment un grand atout pour nous et a vraiment amélioré l'étude. Donc, nous sommes très chanceuses d'avoir eu l'opportunité de travailler avec eux. Finalement, ce projet ne serait pas
possible sans un grand groupe de stagiaires et auxiliaires de recherche très motivés. Euh, Quelques-uns sont, je pense, dans l'audience aujourd'hui. Donc, je veux surtout souligner le travail de René McLavin ainsi que Audrey Mariamo et Ilan Zain, qui ont tous fait beaucoup, beaucoup de travail pour nous soutenir, pour contribuer à la conceptualisation des projets et pour développer les résultats. Avant que je plonge dans nos résultats spécifiques, c'est important de discuter un peu le lexique qu'on a utilisé lorsqu'on faisait ce projet. Donc, on a utilisé le mot intimidation en lien avec le ministère de l'Éducation du Québec. Et on va parler à propos de l'intimidation agie, donc lorsqu'on est l'acteur, lorsqu'on est le perpétrateur de l'intimidation, ainsi que l'intimidation subie, qui est lorsqu'on est la victime de l'intimidation. Et comme on verrait, ce ne sont pas vraiment deux rôles différents, c'est fréquemment des rôles où la même personne agit et subit l'intimidation. Dans ce projet, nous avons ciblé l'intimidation verbale, indirecte et relationnelle. Donc, verbale, c'est l'intimidation qui se fait oralement, donc lancer les menaces, créer les noms, etc. On peut parler à propos de l'intimidation indirecte. Donc, ça, c'est l'intimidation où la personne qui est victime n'est pas présente. Donc, c'est tous passer les rumeurs, écrire des choses à propos de la personne, etc. Et ensuite, nous pouvons aussi parler à propos de l'intimidation relationnelle, qui est l'intimidation qui a comme but l'idée de nuire les relations sociales que la victime a avec les autres. Et bien qu'on peut présenter ces différents types d'intimidation comme étant très séparés, il y a un grand chevauchement entre ces trois types d'intimidation. Par exemple, si je lance un nom à quelqu'un, si je dis quelque chose de méchant à propos de quelqu'un, et cette personne est entourée par ses amis ou par les autres élèves, ça peut être à la même fois verbal ainsi que relationnel, parce que non seulement est-ce que je dis quelque chose de méchant, mais j'essaie aussi d'impacter comment les personnes qui entourent cette personne voient la victime. Donc, bien qu'on peut les définir séparément, ce qu'on trouve, c'est qu'ils sont fortement associés. Il y a un certain niveau de chevauchement. Évidemment, une des questions que vous pouvez avoir, c'est où l'intimidation physique. Évidemment, c'est que ça, c'est un grand problème qu'il y a les conséquences de ce type d'intimidation, mais ce n'était pas la cible de cette action concertée. Et pour mieux comprendre l'intimidation, surtout chez les filles, nous avons ciblé l'idée de l'intimidation fondée sur le genre. Donc, ça, c'est n'importe quel type d'intimidation qui est motivé par le genre de l'individu, l'expression de genre de l'individu ou les éléments associés avec le genre, comme par exemple l'identité sexuelle. Donc, par exemple, lorsqu'on parle à propos d'avoir une identité minorité sexuelle, donc une identité autre que hétérosexuel, comme par exemple bisexuel, gay, lesbienne, etc. Une partie de cette intimidation peut être compris comme basé sur le genre de la personne auquel l'individu est attiré. Donc, on peut considérer ça dans notre grand parapluie d'intimidation formée sur le genre. On peut aussi parler à propos de l'harcèlement sexuel, qui peut être une forme d'intimidation fondée sur le genre. Donc, ça, c'est les gestes et les paroles sexuelles auxquelles la personne n'a pas consenti. On va aussi parler à propos de le slut shaming. Donc, le slut shaming, c'était un des grands idées qui était beaucoup abordé dans ce projet. C'était spécifié dans l'action concertée. Et c'est quelque chose que, bien si c'est quelque chose qui se voit très fréquemment dans notre média populaire, avec, par exemple, le phénomène J'accuse, et les paroles et l'activisme des filles, c'est pas quelque chose qui était beaucoup vu dans la littérature scientifique. Donc, lorsqu'on parle à propos de la slut shaming, c'est spécifiquement une forme de discrimination basée sur l'idée qu'une personne, et plus typiquement une fille ou une femme, hétérosexuelle. Donc, ça peut être au niveau des comportements sexuels, donc par exemple, trop de partenaires sexuels, mais aussi ça peut être en lien avec les comportements sexualisés, donc au niveau de les modes d'habillage, etc. Et il y a la chose qui est très importante de souligner lorsqu'on parle à propos de la slut shaming, c'est
très arbitraire. Et deux, ça a une grande impact sur les jeunes. Donc, on va parler à propos de ça plus tard. Finalement, nous avons aussi discuté l'intimidation à caractère homophobe. Et ça, c'est l'intimidation basée sur l'identité, avoir une identité minorité sexuelle, ou vraie ou, ou perçue par des autres. Donc, par exemple, il y a beaucoup, bien que les jeunes issus des minorités sexuelles sont plus probables de vivre de l'intimidation à caractère homophobe, on sait que tous les jeunes peuvent vivre ce type d'intimidation. Donc, ça, c'est un peu, ça met la place de dire de le vocabulaire que je vais utiliser pour le reste de la présentation. Et comme tous les chercheurs, je peux discuter les mots ad nauseam, mais je pense que c'est le temps d'avancer. Donc, une des grandes questions qu'on voulait répondre, c'est pourquoi étudier l'intimidation et pourquoi spécifiquement chez les filles? Donc, on sait que l'intimidation a des effets profonds et négatifs sur les enfants et les adolescents. On sait que ça impacte la santé mentale actuelle et longitudinale, et on sait que ça impacte aussi la réussite scolaire des jeunes. Donc, on sait, et c'est pour cette raison que euh, le ministère de l'Éducation et les réseaux scolaires de Québec mettent d'emphasis sur adresser l'intimidation dans les contextes scolaires. Et une des choses lorsqu'on parle à propos de l'intimidation, c'est que c'est quelque chose qui peut impacter tout le monde. Donc, les jeunes de tous les genres vivent avec l'intimidation. Mais nous avons décidé, nous avons vraiment ciblé les filles dans ce projet de recherche. Et lorsqu'on voulait comprendre l'intimidation spécifiquement chez les filles, c'était avec l'objectif de mieux comprendre leurs expériences. Et la raison pour laquelle on pensait que c'était important de cibler spécifiquement les expériences des filles, c'est parce que les filles subissent des pressions sociales uniques pour se conformer à l'idée du cercle du charme, ou en anglais charmed circle. Et donc, leurs expériences d'intimidation, bien qu'ils peuvent être beaucoup comme des gens des autres genres, a un élément unique qui vaut la peine de mieux comprendre. Donc, lorsque je parle à propos de le charm circle ou le cercle du charme, qu'est-ce que je vais dire? Et essentiellement, ça, c'est une expression qui a été développée par Rubin et puis développée plus spécifiquement pour les adolescents par un chercheur qui s'appelle Bei Cheng. Et c'est vraiment cette idée que dans notre société, il y a beaucoup d'expectations sur les filles au niveau de leur présentation de leur genre et la présentation de leur sexualité. Et ça présente un conflit important pour les filles parce que, d'une côté, elles reçoivent le message que c'est très important d'être attirant sexuellement pour des autres. Par contre, au même moment, elles sont aussi données le message que ce n'est pas bon d'être trop sexuellement attirant ou être trop sexuellement disponible pour des autres. Donc, lorsque les filles sont perçues de cette façon, c'est là où on parle à propos de la slut shaming. Donc, c'est l'idée que les filles doivent rester pour éviter la punition sociale et spécifiquement l'intimidation par leur père, parce que ça, c'est spécifiquement comment ce type de contrôle social se manifeste. C'est l'idée qu'ils doivent rester dedans cette cercle charmé, mais c'est pas seulement charmé parce que si on est techniquement là-dedans, on serait protégé, mais c'est aussi charmé parce que c'est un peu magique, parce que c'est très difficile de rentrer dans cette cercle. Et donc, lorsqu'on parle à propos de l'intimidation chez les filles, cette idée de le cercle charmé nous donne une bonne idée de la difficulté et de le défi que les filles ont lorsqu'elles veulent éviter l'intimidation basée sur le genre. On peut aussi parler à propos de ce cercle lorsqu'on veut comprendre l'expérience unique des filles issues des minorités sexuelles, parce qu'elles aussi peuvent être considérées dehors de ce cercle parce qu'elles sont moins intéressées dans les relations hétérosexuelles. Donc, ça, c'est un des éléments qu'elle leur rend plus vulnérables à l'intimidation. Donc, après tout ça, notre grand objectif, c'était de mieux comprendre l'intimidation auprès des adolescents. Et pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons vraiment ciblé l'idée de l'intimidation fondée sur le genre comme étant un élément unique de l'expérience chez les filles et qui va nous donner une meilleure idée de
quand et comment elles vivent l'intimidation. Donc, pour nos méthodes, nous avons proposé 3 études pour mieux répondre à cet objectif. Nous avons proposé 2 études quantitatives et une étude qualitative. Et pour nos 2 études quantitatives, nous avons les fait en premier. Nous avons pris les résultats de ces études et ensuite nous avons les validés auprès des adolescents, leurs parents et leurs enseignants. Donc, ça, c'était un peu la méthode qu'on a choisie pour répondre à notre question. La première étude, on a utilisé les données d'une étude longitudinale à l'Université de Sherbrooke, qui est menée par Michel Derry, Mélanie Lapham, Pierre Perrin et Jean Toupin. C'était une étude quantitative et longitudinale d'à peu près 350 filles de l'Estrie, Montréal, capitale nationale et Montérégie. Et un des éléments uniques de cette étude, c'est que la légère majorité des filles avaient des troubles de conduite. Donc, ça, c'est les troubles associés avec avoir des niveaux d'agressivité qui sont plus grands qu'on anticiperait. Cette étude a commencé lorsque les filles étaient entre l'âge de 6 et 9 et les filles étaient ensuite suivies à chaque année. Et à chaque année, les filles, leurs parents et leurs enseignants ont complété les instruments de mesure pour mesurer leurs expériences d'intimidation agies et subies. Puis, à temps 10, donc lorsque les filles étaient entre l'âge de 15 et 18 ans, nous avons leur demandé à propos de leurs expériences d'harcèlement sexuel et d'intimidation à caractère homophobe subies pour mieux comprendre comment ces expériences d'intimidation générale étaient associées avec leurs expériences d'intimidation genrée. La deuxième étude, et ça, c'était une étude qui a été faite par moi, par Stéphanie, ainsi que le reste de nos équipes, qui était spécifiquement pour cette demande. C'était une étude quantitative et une étude journal de bord de 200 adolescents âgés de 14 à 17 ans qui proviennent de 11 régions de Québec qui étaient recrutés par une firme de sondage. Ces filles étaient suivies pendant 10 jours. Le premier jour, elles ont complété des mesures en lien avec le slut-shaming, au harcèlement sexuel et l'intimidation à caractère homophobe. Et pour cette étude spécifiquement, nous avons développé un nouvel instrument de mesure, le Slut-Shaming Instrument, que nous avons validé. Nous avons aussi leur demandé les questions à propos de leurs expériences quotidiennes de l'intimidation. Ensuite, de jour 2 à jour 9, à chaque jour, elles complétaient des questionnaires à propos de leurs expériences d'intimidation pendant les dernières 24 heures. Puis, dans le 10e jour, elles ont refait notre instrument de mesure sur le slut-shaming ainsi que leurs expériences d'intimidation dans ce jour. Donc, ça nous permet de mieux valider notre instrument de mesure. Finalement, pour la 3e étude, c'était notre étude qualitative et nous avons fait des entrevues individuelles avec les adolescents, des préadolescents, les parents des adolescents et des enseignants et professionnels scolaires qui travaillent avec les adolescents dans les milieux académiques. Et avec ces étudiants, les étudiants, les parents et les enseignants, nous avons adressé les thèmes qui étaient indiqués dans les autres études, donc le chevauchement entre l'intimidation subie et agie, le déclin d'intimidation observé pendant l'adolescence, leurs définitions et leurs expériences de slut-shaming, comment le slut-shaming est différent ou est la même que les autres formes d'intimidation, et spécifiquement, et ça c'était très important pour nous de comprendre les types d'obstacles et de soutien qui inhibitent ou facilitent les démarches d'obtention de l'obtention de l'aide pour l'intimidation générale et pour le slut-shaming. Et une des choses qui était très intéressante pour nous, c'est que c'était vraiment différent comment elles verraient, comment les participants ont perçu recevoir de l'aide en général pour l'intimidation en général comparé à leur réception de l'aide pour le slut-shaming. Et on va discuter ça un peu plus tard dans la présentation. Donc, maintenant, je vais parler un peu à propos des résultats et des pistes de solutions. Je vais présenter nos 4 grands résultats, nos 7 grands résultats, et directement, on va aussi, après ça, on va parler à propos des pistes de solutions pour chacun, juste parce que je pense que ça va mener à une présentation un peu plus claire.
Donc, probablement le résultat qui est le plus innovatrice et je ne veux pas dire le plus, sont tous mes résultats, donc je les aime tous, mais qui était pour moi le plus intéressant et pour moi et pour l'équipe, c'était les résultats sur le slut shaming. La majorité des filles dans nos échantillons ont rapporté du slut shaming, donc presque 80%. Et lorsqu'on voulait savoir, ben, est-ce que le slut shaming, c'est vraiment un phénomène différent que l'intimidation pour l'harcèlement sexuel, lorsqu'on regardait comme, les rapportages de ces deux autres phénomènes, on notait qu'ils étaient associés, mais qu'ils étaient distincts. Donc, notre conclusion, c'est que bien que le slut shaming chevauche avec l'intimidation et chevauche avec l'harcèlement sexuel, elles sont les différents phénomènes et on a besoin de peut-être les différentes méthodes de les adresser. Une des choses qui était très intéressante pour nous, c'est que nous avons demandé aux filles, est-ce que qui étaient les perpétrateurs de la slut shaming? Et ce qu'on a observé, c'était que les filles étaient à peu près également probables de nommer les filles et les garçons comme étant des perpétrateurs du slut shaming, qui est assez intéressant et peut informer notre compréhension de ce phénomène. Et lorsqu'on demandait à propos de les filles, bien, quel type d'aide est-ce que vous aimeriez avoir avec le slut shaming? Qui est-ce que tu veux qui donne cette aide? Les adolescents voulaient l'aide du spécialiste avec le slut shaming. Et ça, c'était différent que lorsqu'elle parlait à propos de l'intimidation générale, où elle parlait beaucoup à propos de leur rôle de les professeurs, etc. Avec le slut ou leurs parents, avec le slut shaming, elle voulait vraiment que l'aide vienne des spécialistes, des psychoéducateurs, des psychologues dans le contexte scolaire, parce que et ça c'était vraiment motivé par le fait qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose de différent à propos de la slut shaming et que c'était plus difficile à dénoncer. Donc, ça, c'est une verbatim d'un de nos participants. Donc, ça fait que j'ai l'impression que l'intimidation, c'est plus facile d'en parler aux profs que le slut shaming. Parce que le slut shaming, comme toi-même, tu te questionnes, puis tu n'es pas à l'aise avec ça. Tu n'as pas envie d'aller voir un adulte pour lui parler de ça. Même si ce n'est pas une opinion négative sur toi, il aurait quand même une opinion. Donc, je pense que cette verbatim nous montre très clairement les difficultés que les filles avaient avec le slut shaming. Donc, il y avait beaucoup de honte d'avoir vécu le slut shaming, donc beaucoup d'internalisation du blâme, et aussi d'inquiétude de si on dénonce le slut shaming, la réponse des adultes serait vraiment que ben, c'était votre faute, qu'elle serait blâmée, et on n'a pas vraiment vu ce type de discussion autour de l'intimidation générale. Donc ça, c'était vraiment une différence qui était assez claire. Au niveau donc pour les retombées spécifiques en lien avec le slut shaming, nos résultats suggèrent qu'il serait pertinent de sensibiliser les personnes qui prennent les décisions éducatives sur la réalité du slut shaming et d'inclure les évaluations du slut shaming dans les mesures du climat scolaire utilisées dans le cadre du plan d'action concerté du gouvernement de Québec. On sait déjà que les thèmes relatifs aux stéréotypes liés au genre et la sexualité sont abordés dans la 6e année. Et donc, ça serait peut-être aussi un moment pertinent de parler à propos de le slut shaming. Les adolescents ont beaucoup discuté comment le slut shaming méritait une approche distincte. Ça suggère peut-être le besoin d'une formation spécifique des personnes professionnelles qualifiées pour aborder le slut shaming et le développement des contenus spécifiques au slut shaming dans la programmation d'intervention existante sur l'intimidation. Et je pense que si j'avais un grand message de terminer tout ça à propos de la slut shaming avec, c'est vraiment l'idée que lorsque les filles parlaient à propos de l'intimidation, subir l'intimidation générale, ils ont compris que ce n'était pas la faute de la victime de vivre cette intimidation. Mais lorsqu'on parle à propos de la slut shaming, les filles n'étaient pas encore là. C'était beaucoup, on blâme la personne qui vécu le slut shaming, on blâme nous-mêmes. Les filles ont blâmé elles-mêmes pour vivre ce type d'expérience. Et ça, c'est quelque chose où on voit où on a fait tellement de bon travail sur l'intimidation, ça nous donne l'idée que ce serait peut-être possible aussi de le faire autour de la slut shaming. Un deuxième résultat, c'est que les adolescents qui subissent et adoptent des comportements d'intimidation sont souvent les mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans notre résultat. C'est pas unique, c'est quelque chose qui se voit
plus largement dans la littérature, mais on a noté les associations significatives entre l'intimidation agée et subie dans les deux études quantitatives. Et on a noté, lorsqu'on a regardé comment ces comportements sont évalués dans le temps, il y avait vraiment les filles qui rapportaient des hauts niveaux d'intimidation subie et agie et des filles qui notaient des bas niveaux d'intimidation subie et agie. Et lorsqu'on a demandé à les ados, ben, pourquoi est-ce que les personnes qui vivent l'intimidation vont aussi perpétrer l'intimidation, elles ont, les adolescents ainsi que leurs parents et leurs enseignants ont vraiment parlé à propos de deux grands thèmes. Un, une manque de maturité émotionnelle. Donc, lorsqu'on vit un stresseur comme l'intimidation, si on ne sait pas bien gérer nos émotions, si on ne sait pas bien chercher de l'aide, on va vivre la perpétration de l'intimidation sur une autre personne. Et puis, deuxièmement, la vengeance. Donc, vraiment que les mêmes personnes perpétrées sont les perpétrateurs et les victimes de l'intimidation parce qu'on vit quelqu'un perpétrer l'intimidation sur nous, puis on répond pas par leur intimidé. Donc, c'est vraiment comme dans cette diade interpersonnelle. Donc, lorsqu'on a regardé les verbatim des participants, une adolescente je dirais que c'est parce qu'une fois que tu l'as vécu, tu n'as pas envie de le revivre ça. Donc, pour te protéger un peu de la possibilité de te faire intimider, tu rapportes ce comportement vers une autre personne. Donc, ça, c'est un peu vraiment cette émotion, développement socio-émotionnel. Donc, mais un des parents a discuté au besoin de vengeance, une impulsivité, au lieu d'en parler à un adulte, au lieu de décrire puis de gérer ses sentiments, elle va aller les projeter sur quelqu'un d'autre. C'est vouloir faire quelqu'un d'autre ce que c'est fait faire, comme si la mentalité d'un œil pour un œil, dent pour un dent, un peu. Donc, dans cette deuxième verbatim, on peut un peu voir cette le rôle de la maturité socio-émotionnelle, mais on peut aussi voir vraiment cet élément de vengeance. Donc, ça, c'était vraiment les deux thèmes qui ont ressorti. Au niveau des résultats spécifiques, associés avec ces résultats, l'intimidation doit être considérée par les différentes personnes intervenantes et par les parents comme un problème relationnel, bien que c'est plus facile de parler à propos des victimes et des perpétrateurs. Et dans les cas, il y a les gens qui sont juste victimes ou juste perpétrateurs. Dans nos, m'excuse, dans notre banque de données et dans nos résultats, c'était vraiment beaucoup de filles qui étaient impliquées dans les deux côtés. Et les interventions qui visent à prévenir les formes d'intimidation en faisant la promotion d'un respect mutuel sont potentiellement pertinentes. Donc, vraiment, cette approche qu'on voit avec, par exemple, la femme équipe, qui souligne l'importance de le respect mutuel lorsqu'on veut adresser ce problème. Un troisième résultat, c'est qu'on a trouvé que l'intimidation a diminué à l'enfance, à l'adolescence, chez presque tous les participants, selon les points de vue des parents, les enseignants et les adolescents. Et les participants ont expliqué cette diminution de trois façons. Des apprentissages sociaux reflétant la maturité d'une personne, la réception des services ou de la sensibilisation à l'intimidation. Donc, beaucoup des filles en font référence à les programmes d'intervention, à l'éducation qui se font maintenant dans leurs écoles comme étant importants pour cette diminution. Et aussi des éléments liés à la transition entre l'école primaire et secondaire. Donc, vraiment les éléments structurels de la différence entre le primaire et le secondaire au niveau de la projetude, les choix d'amis, les choix des classes, tous ces types de facteurs qui mènent que lorsqu'on se rend au secondaire, il y a moins d'intimidation. Les résultats ici ont des retombées spécifiques, donc ça souligne l'importance d'un modèle pyramide d'intervention basé sur le développement socio-émotionnel. Donc, aux bases de cette pyramide, ont les interventions générales qui parlent à propos de le respect, de le développement socio-émotionnel, puis des interventions un peu plus pointues pour les populations vulnérables, et puis des ressources et des attentions spécifiques à les personnes les plus vulnérables. Et aussi les approches de prévention de l'intimidation qui s'échelonnent sur plusieurs années du cheminement scolaire pour être les plus efficaces. Et donc, lorsqu'on regarde la littérature, c'est surtout ces types d'interventions qui sont les plus efficaces à réduire l'intimidation dans le temps.
Maintenant, on va parler un peu à propos de deux populations, des résultats qui visent deux populations spécifiques lorsqu'on parle à propos de l'intimidation. Donc, un des grands avantages de nos banques de données qu'on a utilisées, surtout avec le projet PASS, c'est vraiment la capacité de noter la vulnérabilité spécifique des filles ayant des problèmes de comportement. Um, et ce qu'on a trouvé que ces filles étaient particulièrement vulnérables à vivre l'intimidation. Um, et lorsqu'on parle à propos des troubles de conduite, parce qu'ils sont associés avec les comportements agressifs, c'est pas tellement étonnant que c'est un groupe d'individus qui rapporte plus d'intimidation agie, mais on a aussi vu que ces filles rapportaient plus d'intimidation subie. Et en pensant à propos de notre idée de la cercle de chambre, lorsqu'on parle à propos des stéréotypes, un des stéréotypes pour les filles, c'est qu'elles sont moins agressives que les garçons. Mais une des choses qu'on note généralement dans la littérature et aussi probablement dans les résultats de notre étude, c'est que lorsque les filles ont des comportements agressifs, elles sont encore moins bien vues que les garçons qui ont les comportements agressifs comparativement à les garçons qui ont les comportements agressifs. Donc, on peut considérer ça au niveau de comment l'expression de genre et l'expression de genre forme le monde social des filles. Lorsqu'on parle à propos des retombées spécifiques, c'est les filles avec les troubles de conduite, en sachant qu'elles ont cette vulnérabilité additionnelle, ce serait surtout des bons candidats pour être vraiment ciblés par ce troisième niveau de le modèle pyramidal basé sur le développement social. Donc, les programmes suivis par les professionnels plus précis. Mais une des choses qui est aussi moins bien connue, c'est que même si on sait que ces filles ont une vulnérabilité à l'intimidation, on ne sait pas si les interventions qui existent déjà pour l'intimidation fonctionnent chez les filles. Donc, une des choses qui serait importante de regarder dans le futur, c'est l'élaboration et les validations des programmes qui visent à prévenir l'intimidation pour les personnes qui ont des troubles de conduite. Finalement, le dernier résultat qu'on voulait souligner pour vous autres aujourd'hui, c'est le fait que les filles des minorités sexuelles, donc les filles avec les identités non hétérosexuelles, les filles lesbiennes, les filles bisexuelles, les filles queer, les filles pansexuelles, sont plus vulnérables aux formes d'intimidation fondées sur le genre au-delà de la vulnérabilité à l'intimidation à caractère homophobe. Donc, ces filles non seulement étaient plus vulnérables à l'intimidation à caractère homophobe, qui pourrait être anticipée basée sur le fait que les jeunes issus des minorités sexuelles vivent plus de ces types d'intimidation, mais elles étaient aussi plus vulnérables au slut shaming ainsi que l'harcèlement sexuel que les filles hétérosexuelles. Et on peut comprendre ça comme étant une des conséquences de cette idée de la charmed circle, donc où ces filles sont perçues comme étant à l'extérieur de cette cercle, elles vivent non seulement l'intimidation directement liée à leur identité, mais aussi en lien avec toutes sortes d'éléments de l'expression de genre et la sexualité. Donc, au niveau des retombées spécifiques, la vulnérabilité vis-à-vis l'intimidation à caractère homophobe est bien connue et directement abordée dans le plan d'action concerté du gouvernement de Québec. Donc, ça, c'est évidemment très important. Je ne veux pas nuire au fait que dans la lutte contre l'intimidation, l'intimidation à caractère homophobe, c'est déjà bien connu. Mais ces résultats nous suggèrent aussi la pertinence de considérer les filles des minorités sexuelles comme pouvant être vulnérables à diverses formes d'intimidation subies fondées sur le genre. Donc, lorsqu'on développe les ressources élaborées pour contrer le slut-shaming et l'harcèlement sexuel, ils ne devaient pas exclure ce type de filles parce qu'on sait que ces filles sont particulièrement vulnérables. Je pense que concrètement, lorsqu'on parle à propos de cette proposition, fréquemment lorsqu'on voit l'information sur le harcèlement sexuel, c'est toujours dans ce modèle on a une tendance d'emphasiser l'expérience des filles hétérosexuelles, mais ces résultats suggèrent l'importance de aussi parler à propos de comment tous les filles peuvent vivre ces types d'expériences très négatives. Donc, au niveau des prochaines étapes,
pour le transfert de connaissances, on a déjà préparé et publié un article sur la stigmatisation fondée sur le genre, qui est en quintessence, ainsi qu'une validation de notre instrument de mesure le Slut Shaming Instrument. Donc, le Slut Shaming Instrument, c'est déjà disponible, c'est validé, et on a une version en anglais et en français. C'est un instrument très court de cet item et ça a montré des bonnes propriétés psychométriques. On a aussi plusieurs articles en cours. Ilan Zain travaille maintenant sur un article sur la sexualisation internalisée et l'intimidation dans notre étude. René Marc regarde comment les filles comprennent le slut shaming. Et Will Bichel regarde comment l'intimidation fondée sur le genre se conforme à certains profils. Nous avons aussi fait plusieurs présentations de notre modèle sur le slut shaming vécu par les adolescents et leur détresse psychologique, surtout en lien avec l'identité sexuelle, l'identité sexuelle et les violences dans les relations amicales. Comment aborder la victimisation fondée sur le genre, c'est une présentation que Mme Boutin a déjà fait pour le couleur grise. Et nous avons présenté les validations initiales de notre slut shaming instrument. Et ensuite, pour mieux répondre aux besoins, les questions qui ont arrivé en lien avec ce projet, Mme Boutin mène un projet sur le pourquoi les jeunes ont recours à l'agression relationnelle et s'intéresse spécifiquement au sexisme, aux stéréotypes de genre. Elle va beaucoup regarder pour la première fois la perpétration du slut shaming en lien avec le slut shaming subi. C'est subventionné par CRSH et on anticipe des résultats très, très importants sur ce sujet bientôt. Et aussi pour mieux répondre aux besoins des enseignants et des élèves en matière de slut shaming, nous sommes en train de faire une étude qui est subventionnée par l'Agence de santé publique, où on demande à les adolescents et aux enseignants de répondre sur leurs besoins spécifiques à soutenir les élèves qui vivent le slut shaming, avec l'objectif de créer un kit de ressources. La chercheuse principale est Wendy Craig. Et si vous êtes un enseignant ou accès des enseignants qui aimeraient participer à cette étude, nous serons très intéressés de vous accueillir et je serai très intéressant de vous accueillir. Si vous êtes un étudiant et ce type de thème vous intéresse, nous avons plusieurs projets pour mieux comprendre le phénomène du slut shaming et l'intimidation auprès des gens. Donc, si vous s'intéressez à poursuivre ces études au niveau doctoral, maîtrise ou postdoctoral, nous serons très heureuses de parler avec vous. Pour les produits de recherche, une vidéo a été déjà produite par Rémi Paré-Beauchemin sur nos résultats préliminaires sur le slut shaming. Donc, vous pouvez le trouver à ce lien de YouTube. Lanzaine a déjà préparé des super belles infographies sur nos résultats pour les adolescents, les enseignants et les parents. Nous avons nos instruments de mesure, le Slut Shaming Instrument, qui est validé en français et anglais. Donc, si vous aimeriez l'utiliser, n'hésitez pas de me contacter. On est très heureuse de le partager. Et pour les présentations, nous serons très heureuses d'adapter les résultats de notre rapport pour répondre aux besoins de vos organisations. Donc, on est très intéressé à parler avec des groupes communautaires, des réseaux éducatifs pour recevoir du feedback sur notre projet. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas de me contacter et merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Bon après-midi. Merci beaucoup pour cette présentation. D'ailleurs, présentation qui est très, très claire hein, au niveau du PowerPoint. Je pense que tout le monde pourra le confirmer. Alors, je vous invite, vous avez été invité dans le canal de discussion à soumettre vos commentaires, vos questions. Pour l'instant, je vous encourage à le faire, donc aux participants et participantes. Et peut-être aussi des expériences, peut-être dans votre contexte de travail, d'enseignement. Ça peut toujours aussi lancer une discussion orientée
ou rejoindre d'autres questions d'autres collègues ici présents. Alors, moi, j'avais peut-être, je vais en profiter, j'ai peut-être une question pour vous. Dans l'étude numéro 1, vous mentionnez donc vous avez rejoint 348 filles, parmi lesquelles 56% d'entre elles présentent des niveaux uniquement significatifs de problèmes de conduite. Vous parliez d'agressivité. Bon, dans votre rapport de recherche, dans l'annexe, là, pour toutes les personnes qui n'auraient peut-être pas consulté le rapport, vous décrivez qu'est-ce que c'est ce niveau d'agressivité. C'était une de mes questions que j'ai trouvé réponse là, mais je me demandais, en fait, est-ce que vous avez comparé ces groupes, le 56% versus le 44% qui ne présentaient pas ce type de problème, et est-ce qu'il y avait des différences? Donc, ça, c'est une super bonne question. Donc, pour donner un peu de contexte, ça, c'était vraiment une étude qui a été développée pour mieux comprendre le développement des troubles de conduite. Donc, ils ont sur-recruté les enfants avec les troubles de conduite. Ce n'était pas comme par hasard un demi de l'étude à des niveaux très élevés de troubles de conduite. Si c'était quelque chose qu'on a tiré de la population générale, ce serait un peu inquiétant au niveau de notre méthode de sélectionner les participants. Et non, une des grandes questions qu'on avait lorsqu'on a proposé d'utiliser cet échantillon à la FRQSC, c'était comment est-ce qu'on gère le fait que ça, on a une population typique ainsi qu'une population qui a des besoins assez spécifiques et qui aurait probablement les expériences assez uniques au niveau de l'intimidation. Et on a fait beaucoup de tests au niveau de la validité de nos mesures. Um, le numéro de groupe qu'on a identifié lorsqu'on fait nos analyses. Et essentiellement, c'était presque toujours le même auprès des filles sans et avec troubles de conduite au niveau des types de profils qu'elles présentaient. La seule chose qui était assez différente, c'était que les filles avec les troubles de conduite rapportaient presque toujours des niveaux beaucoup plus élevés d'intimidation agie et subie. Mhm. Donc, ça, c'est pourquoi nous avons fait nos recommandations spécifiques aux filles avec les troubles de conduite, ou même si on sait que ça, c'est un groupe qui est très vulnérable à l'intimidation, et lorsqu'on parle à propos de la population, et bien qu'on se connaît que c'est pas la majorité des personnes dans une école qui ont un trouble de conduite, mais chaque école a les élèves avec des troubles de conduite, et on pourrait penser que elle va être sous-représentée selon les groupes qui vivent beaucoup de victimes d'intimidation. Donc, ça vaudrait la peine d'adresser leurs besoins spécifiquement. Stéphanie, est-ce que vous avez des autres choses à ajouter à cette réflexion? Parce que je sais que vous connaissez très bien ces filles dans cet échantillon. Oui, pas vraiment. Non. En fait, c'est ça. On retrouve essentiellement toujours les mêmes résultats qu'on les fasse dans un groupe de filles ou dans l'autre groupe de filles. Fait que nos résultats se confirment. On n'a pas de groupe uniquement victime, exemple, dans le groupe des filles qui n'ont pas de trouble de conduite. On ne retrouve pas non plus des groupes uniquement de filles perpétratrices. Là. Fait qu'on retrouve vraiment ce groupe-là de filles qui sont à la fois victimes et perpétratrices, qu'elles aient ou non des troubles de conduite. Fait que ça s'est montré, mais comme Alexa a dit, les niveaux d'intimidation sont toujours plus élevés chez les filles qui ont des troubles des conduites. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui se répète, là, peu importe les temps de mesure qu'on utilise, puis la façon dont on fait nos analyses, ça, c'est récurrent comme résultat également. Hmm. Alors, on a une question, en fait, une question qui porte sur les facteurs individuels comme les caractéristiques sociodémo graphiques susceptibles d'influencer la perception de l'intimidation ou du slut shaming chez les adolescents. Avez-vous constaté des différences culturelles dans la perception des adolescents sur le slut shaming? Donc, ça, c'est une super bonne question. Une des choses qu'on sait de la littérature, c'est par exemple, au niveau de la sexualisation, les filles racisées sont fréquemment sexualisées à un niveau plus élevé que euh, les filles blanches. Dans nos données, avec nos deuxième étude, nous avons à peu près je pense que c'était 60% étaient des filles d'origine européenne, puis à peu près 40% étaient
à des filles racisées. Dans le groupe le plus grand étaient les filles issues de la diaspora africaine. Et on a testé pour voir s'il y avait les différences dans leurs expériences de sexualisation, de slut shaming. On n'a pas trouvé les différences, mais une des choses, et ça c'est fréquemment une enjeu lorsqu'on regarde les populations d'adolescents racisés à Québec, c'est que le groupe qui est racisé est tellement divers que c'est difficile de faire et donc on ne peut pas faire des groupes suffisamment larges pour faire des bonnes comparaisons statistiques. Donc, nos analyses sont sous-couvrées. Donc, on a regardé pour les différences, on a les anticipées, on n'a pas les trouvées, mais au lieu de dire, oh, ce n'est pas un problème, moi, je serais un peu tentative avec cette conclusion. J'aurais une tendance de suggérer qu'on a probablement besoin de faire des études plus spécifiques où on est capable de échantillonner à certains groupes pour être mieux capable de bien comprendre leurs expériences. Et c'est le même avec l'étude qualitative. On avait des filles issues des populations racisées, mais pas assez d'une groupe pour parler à propos d'une façon valide de leurs expériences spécifiques. On a aussi, dans la littérature, on peut aussi voir qu'il y a une association entre le statut socio-économique et le slut shaming, où les filles issues des familles moins nanties sont plus probables de vivre le slut shaming. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu dans notre étude, mais je pense que ça, c'est probablement un manque de variabilité et ça serait aussi important de regarder dans les études futures comment les filles liaient leurs expériences de statut socio-économique à leurs expériences de slut shaming. Mais merci pour cette question, c'est très important. Stéphanie Boutin, vouliez-vous ajouter quelque chose dans cette réponse? Ça va, ça va. Ben, ce que je peux ajouter comme complément, c'est qu'on va quand même poursuivre là, l'examen de ces facteurs-là. Dans le cadre de l'étude qu'Alexa vous a présentée, que je mène, j'ai les données. Fait qu'on va regarder également là, si on verrait. Il y a un petit peu plus de diversité dans l'échantillon que j'ai. Donc, on va essayer de voir si on va voir les résultats qu'on anticipait, en fait, puis qu'on n'a pas trouvé dans l'étude de l'action concertée. On pose une question sur une question de est-ce que la puberté précoce est un déclencheur inévitable? Ben, comme psychologue développemental, moi, il y a presque rien qui est un déclencheur inévitable. Il y a beaucoup de résultats qui nous indiquent que la puberté précoce, surtout chez les filles, est associée avec des niveaux de santé mentale plus négatifs. Et je pense un des potentiellement des ramifications de nos études et nos directions futures, c'est de vraiment regarder, c'est pas juste le puberté précoce, mais aussi le contexte social qui vient avec la puberté précoce. Donc, une des choses qui serait très intéressante de regarder, c'est est-ce que les filles qui ont une puberté précoce vivent plus de slut shaming et plus d'harcèlement sexuel et pour ça. Mais comme je pense que comme presque tout dans le développement des adolescents, quelque chose peut augmenter la probabilité, mais juste parce que quelqu'un vive une puberté précoce, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne va avoir des expériences très négatives avec des pères. J'ai Stéphanie, un est-ce que... commentaire? Oui, excusez-moi. Allez-y, Stéphanie. Non, ça va, il n'y a pas de problème. En fait, j'abonde dans le même sens. Il n'y a rien qui est inévitable dans la vie. Mais c'est sûr que ça peut jouer un peu parce que le slut shaming est induit par une espèce d'idée de comparaison sociale où la fille Mhm. se distingue des autres en étant un peu plus sexualisée. Fait qu'inévitablement, entre guillemets, évidemment, la personne qui vit comme une sexualité un petit peu plus précoce ou du moins que son corps change de façon précoce et qu'elle a une apparence sexualisée comparée à ses autres pairs, bien, probablement qu'elle va être un petit peu plus pointée du doigt. Si on pense à des jeunes filles, exemple, qui ont des formes, qui ont des seins plutôt que les autres, bien, elles vont avoir une apparence sexualisée plutôt que les autres. Donc, tout ce qui se différencie un petit peu de la masse et de la moyenne, ça se peut que cette personne-là soit pointée du doigt et ça se peut qu'elle soit plus susceptible d'être victime de slut shaming, malheureusement.
Merci beaucoup. Alors, justement, la personne qui posait la question sur les facteurs individuels et les caractéristiques sociodémographiques revient en nous mentionnant qu'elle s'intéresse à la continuité intergénérationnelle. Et donc, dans ce cas-là, elle est curieuse de savoir si vous avez eu des mesures qui ont pu vérifier si les mères adolescentes avaient été victimes du slut shaming dans leur enfance. Donc, Et ouais. j'espère que cette personne a un fonds de subvention auquel on pourrait faire une application Oui. parce que c'est toutes les questions que j'aimerais beaucoup poser. Mais Stephanie et moi fait partie d'un autre projet où on regarde un peu les expériences de stigma associées avec être une jeune mère. Et on peut penser une des stigmas associés avec être une jeune mère, c'est potentiellement en lien avec le slut shaming, mais ça serait quelque chose à investiguer. Um, un des, une des choses qui était, on n'avait pas des instruments de mesure pour les parents sur le slut shaming, mais nous avons eu des entrevues qualitatives avec les parents. Et bien qu'il y avait les parents qui étaient très soutenants, qui étaient très compréhensifs de les expériences de slut shaming, on a aussi eu des parents qui blâmaient vraiment les filles qui vivaient de slut shaming comme mais le problème avec le slut shaming, c'est que les filles sont pas discrètes, ne portent pas des vêtements appropriés, ont des comportements qui sont trop sexualisés. Donc, on peut voir que lorsqu'on fait des études au futur pour comprendre d'où viennent ces attitudes à Mhm. propos de le slut shaming, je pense qu'on peut parler à propos le média, évidemment, mais dans nos entrevues qualitatives, c'était assez clair que les parents aussi jouent un rôle potentiel en donnant les messages à propos de comment c'est des fois approprié de monter un manque de respect des personnes. Euh, ben, ça répond à ma question que j'ai depuis le début. Est-ce qu'on pense à mettre en place des actions qui vont rejoindre les parents aussi euh, pour leur perception de ce que de la représentation de la femme, etc., etc. Je veux dire, ils ont un rôle très, très important là-dedans, là. Ils influencent beaucoup aussi. Oui, et je pense, donc, on a vraiment ciblé le contexte scolaire parce que ça, c'est notre comité avait beaucoup de personnes du ministère de l'Éducation, mais je pense que aussi, bien comme il y a les campagnes de sensibilisation à propos de l'intimidation aux populations générales, et un des, je pense, très bons résultats de nos études, c'est que surtout dans nos entrevues qualitatives, les gens étaient très ouverts à propos de l'idée. Il y avait beaucoup d'évidence que les gens internalisaient l'idée que être intimidé, c'est pas la faute de la victime de l'intimidation. Mais ce serait important de peut-être voir l'efficacité des messages autour de vivre le slut shaming, c'est pas la faute de personne qui est slut shamée. Désolée pour cette conjugation. Mais je pense que ça serait aussi une piste future. Et c'est pour cette raison qu'on a préparé des infographiques pour les parents ainsi que pour les élèves et les enseignants. Stéphanie, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ben, simplement que les parents eux-mêmes l'ont souligné, hein, quand on faisait les entrevues, ils n'étaient pas nécessairement outillés, ils ne se sentaient pas outillés pour faire face à ça. Fait que, oui, ils arrivaient avec un certain bagage, avec certaines parfois idées préconçues par rapport à ça, mais ils le demandaient d'être mieux informés, d'être mieux outillés, d'avoir de l'information pour savoir comment réagir. Il y a beaucoup qui nommaient que c'est nouveau pour eux, ce phénomène-là, que ce n'est pas quelque chose qui est connu versus l'intimidation, qui maintenant, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Fait qu'ils ne se sentaient pas nécessairement à l'aise avec le slut shaming. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup mettre en place pour aider les parents à se sentir mieux outillés là, face à ça. Oui, ça sera toujours du nouveau, hein. Comme parent, jamais chez moi, ça m'arrive pas, puis quand ça arrive, on est dépourvu. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas négliger une question d'une étudiante bon, qui, depuis le début, nous transmet ses commentaires, questions. Je pense que je peux me permettre, on verra, peut-être à vous mettre en contact, puisqu'elle
elle souhaite entreprendre sa maîtrise en oui, en psychoéducation, je crois. Mais elle a quand même d'autres questions, notamment à savoir si, ben, on en a parlé tout à l'heure, si vous allez vous concentrer sur une population racisée. Je pense que vous avez quand même partiellement répondu. Et demandait aussi si vous avez fait ressortir des données sur le type d'attachement parental des jeunes filles victimes et perpétuant l'intimidation. Vous en avez parlé un peu, peut-être que vous pouvez. Est-ce que l'intervention relationnelle serait pertinente? C'est la question, en fait. Je pense que lorsqu'on parle à propos de l'intimidation générale, les interventions relationnelles sont toujours pertinentes. Nous n'avons pas regardé l'attachement dans cette étude. Donc, ça c'est une importante question pour les recherches dans le futur. Alors, ça pourrait être une bonne question pour un mémoire de maîtrise. Oui. Avec des données, bien sûr. Une autre question, ben, en fait, on vous demande votre avis sur la représentation de la femme à travers les fameux codes vestimentaires dans les écoles secondaires et l'impact que cela peut avoir sur le slut shaming. Ben, je pense que moi et Stéphanie ont tous les deux les opinions assez fortes. Donc, je vais laisser Stéphanie aller en première. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on le sait, hein, les codes vestimentaires dans les écoles vont avoir beaucoup, beaucoup de conduites à surveiller, principalement pour les filles, en fait. Donc, pas de petites bretelles, pas de jupe trop courte, pas de ci, pas de ça. Bon, on peut, tu sais, on peut comprendre aussi pourquoi ça a été mis en place. Là, c'est probablement dans un objectif très bienveillant et non de slut-shaming. Mais le pendant négatif, c'est que ça met encore le message que cette responsabilité-là repose sur le dos des filles, puis que c'est le corps des femmes qu'on doit cacher. Parce que les autres, ben, c'est pas de leur faute, mais là, on suscite un certain émoi sur le plan sexuel. Fait que les femmes, il faut apprendre à se cacher. Il faut apprendre une certaine retenue. Fait que c'est un peu le message sous-jacent qu'on peut comprendre de ces fameux codes vestimentaires-là qui ne se veulent pas nécessairement négatifs, qui n'ont pas été mis en place pour nuire, mais le double tranchant, c'est le message qui est sous-jacent de ces Mm. fameux codes vestimentaires-là. Puis ça a été noté par les filles dans l'étude qualitative. Elles ne se sentaient pas à l'aise d'aller voir les enseignants et les enseignantes pour parler du slut-shaming si elles n'en vivaient, parce que justement, elles disaient, ben, c'est un peu les polices de comment on s'habille. Je ne peux pas aller après ça parler de ce sujet-là à ces personnes-là qui renforcent un code vestimentaire puis qui semblent être en accord avec ces propos-là sur mon apparence sexualisée puis sur comment je m'habille. Fait qu'il y avait ce malaise-là également que les filles verbalisaient elles-mêmes, sans mettre le doigt puis sans mentionner qu'il y a un double message lié au code vestimentaire. Elles étaient quand même capables d'affirmer qu'il y avait comme un malaise là, à ce sujet-là. Alors, on demande comment faire pour changer les choses à ce niveau-là en lien avec le code vestimentaire. Est-ce qu'on peut penser que certaines actions dans les écoles, entre autres, peuvent faire amener à cette réflexion-là auprès des directions aussi? Ouais. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire dans la présentation du code en lui-même, au lieu de le genrer, de le mettre les filles ci, les filles ça. Pourquoi on ne parle pas d'un code vestimentaire commun où l'ensemble des élèves de l'école, ben, on les invite à porter des chandails à manches courtes, etc., etc. Peu importe c'est quoi qu'on veut mettre en place comme type de code vestimentaire pour la bienséance, pour autres propos et raisons, ben, d'arrêter de le genrer, ce code-là, et de mettre l'emphase sur les filles. Élise Demers nous rejoint. Je crois que vous avez une question. Oui, bien, en fait, c'est un complément d'information pour répondre à la question qui a été posée. Au secrétariat à la condition féminine, on soutient des projets d'organismes dans le milieu pour agir sur les questions liées notamment aux stéréotypes. Il y a un projet qu'on finance qui est en train de se réaliser en ce moment d'un organisme qui s'appelle S'explique et qui porte précisément sur la question des codes vestimentaires. Donc, l'organisme s'offre pour accompagner des écoles, pour revoir leur code vestimentaire, pour en faire quelque chose de plus inclusif qui va peut-être éviter les doubles standards dans la manière dont c'est présenté. Puis ultimement, je pense que ça peut répondre à des besoins de lutte aux stéréotypes puis de lutte à l'intimidation basée sur, qui se fondent aussi sur le genre. Mais ça peut aussi, je pense, être plus inclusif pour les personnes non binaires, par exemple. Donc, en arrivant à ne plus nécessairement dire, ben, pour les filles, c'est ceci, pour les gars, c'est ça. Je pense que tout le monde peut être gagnant là-dedans. Mais je voulais
voulais juste dire qu'on était en action là-dessus au secrétariat à la condition féminine avec ce projet-là qui est financé en ce moment. Je pense que ça mériterait d'être plus connu. Alors, soyez-en les porte-paroles. Vous pourrez aller voir aussi. Je vais vous envoyer le lien. Ouais, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on avait une question, en fait, si on dit, avez-vous reçu de l'information sur les médiums par lesquels les adultes de confiance, enseignants, parents, intervenants voudraient recevoir ces outils d'information? Je suis pas Euh, certaine. Oui. oui, donc, Stephanie, est-ce que tu aimerais répondre à cette? Oui, je peux y répondre. Euh, Il y avait des différences quand même qui étaient rapportées à ce sujet-là. Les parents souhaitaient des informations de type conférence qu'ils pourraient regarder à la maison, exemple le soir, tu sais, parce qu'ils mentionnaient parfois que c'est assez complexe d'assister à des formations. Des fois, c'est 2 jours pendant le travail, puis ça, pour eux, c'est pas possible. Fait qu'ils aimaient mieux regarder un type de truc qui était d'une conférence. Les intervenants, eux, mentionnaient des choses plus dans l'action, c'est-à-dire, oui, de l'information par le biais d'un PowerPoint structuré, mais également avec peut-être un petit peu d'histoire réelle pour venir susciter un peu l'émotion, une meilleure compréhension du phénomène, donner beaucoup, beaucoup d'exemples cliniques, beaucoup aussi de clés d'intervention, d'idées, de pistes d'intervention. Fait que ça, c'était du côté des intervenants. Puis les jeunes, eux, nous mentionnaient beaucoup que la parole devrait parfois revenir à des influenceurs parce que selon eux, ces personnes-là, on leur accorde, ben, du moins les jeunes leur accordent quand même plus d'attention. Euh, Puis il mentionnait même que ça devrait être des influenceurs masculins qui véhiculent ce type de message-là parce que on entend souvent ces messages-là de la part de femmes. Puis on dirait que ça passe dans le sens, bon, les femmes se plaignent encore de leur statut, les femmes ci, les femmes ça. Donc c'était une idée qui était véhiculée par plusieurs d'avoir peut-être des gens connus principalement masculin, qui aborderait ce type de message-là, puis qui ferait de la sensibilisation. Évidemment, pas de l'intervention, mais qui sensibiliserait le public à ce phénomène-là, tout simplement. Fait que c'était très, très différent selon à qui on posait la question, comment on devrait développer du matériel. Chacun avait un peu leurs besoins plutôt spécifiques à ce sujet-là. On a une question sur liée à l'apprentissage. En fait, est-ce que les difficultés d'apprentissage associées aux troubles de comportement chez des filles au primaire sont des facteurs aggravants? On n'a pas regardé les difficultés d'apprentissage, mais ce serait une question assez importante. Comme je comprends, la littérature suggère qu'il y a une association entre les personnes, les élèves avec les troubles d'apprentissage sont plus vulnérables à vivre l'intimidation dans les contextes scolaires. Mais ce n'était pas quelque chose qu'on a regardé dans cette étude spécifique, mais je pense qu'il y a une assez grande littérature qui malheureusement confirme ce lien et suggère que comme les jeunes avec les troubles de comportement et il y a fréquemment un chevauchement entre avoir un trouble de comportement et un trouble d'apprentissage, mais c'est des groupes auxquels on doit valider et développer les interventions plus spécifiques. Est-ce que, je ne me rappelle pas d'avoir vu, mais est-ce que vous aviez dans vos questionnaires, est-ce qu'il y en avait qui étaient destinés aux jeunes garçons? On a la question à savoir si, il y avait des interventions ou qu'en est-il de l'efficacité des interventions auprès des jeunes garçons dans la prévention du slut shaming? Donc, jusqu'à maintenant, il y a des études sur l'intervention sur l'efficacité des slut shaming auprès de aucune jeune. Donc, ni les garçons, ni il y a ces interventions n'existent pas encore. C'est quelque chose que nous sommes comme équipe en train de développer, mais on ne sait pas s'ils sont efficaces, ils n'étaient jamais testés. Mais je pense que cette question parle à un plus grand besoin à la fait de voir le slut shaming. C'est pas juste un phénomène que des filles envers des filles. C'est des choses que nos résultats ont vraiment souligné, c'est que les filles qui rapportaient le slut shaming rapportaient les auteurs qui étaient les garçons aussi fréquemment qu'ils rapportaient. Comme Oui. je suis une chercheuse quantitative, dans ma vie, j'ai jamais vu une variable si normalement distribuée de le pourcentage de filles et garçons que les filles dans nos études ont rapporté comme perpétrateurs. Donc, je pense que oui, lorsqu'on commence à développer les interventions pour ça,
on doit pas parler à propos de ça comme une type de comme agression des filles contre les filles. C'est vraiment une agression de tout le monde contre les filles. On a fait une petite étude exploratoire de l'expérience du slut shaming auprès des garçons. Stéphanie serait un peu mieux placée de moi de discuter les résultats, mais comme je comprends, ça ne dit pas que au moins le slut shaming, c'est pas quelque chose qui était un grand problème auprès des garçons. On avait très, très peu de garçons dans le cadre de l'étude. Évidemment, le focus était sur les filles, mais on avait quand même pris quelques garçons juste pour faire une petite étude exploratoire. Puis, ce qu'on remarque, c'est que c'est très, très peu fréquent, en fait, chez les garçons. Les seuls qui nous ont rapporté avoir vécu du slut-shaming appartenaient aux minorités sexuelles et de genre. Fait que ces personnes-là semblaient être plus visées par le slut-shaming, mais les garçons qui s'identifiaient comme hétérosexuels, et il y avait pas de. Il vivait très, très peu, le slut shaming. Mais c'est à suivre dans le cadre de l'autre étude que j'ai qui est subventionnée. J'ai, moi, une parité, garçon-fille. Fait que ça va me donner un petit peu plus de garçons pour tester. On va regarder autant le côté slut shaming agi que le slut shaming subi, puis on va être capable de pouvoir poursuivre la réponse à cette question-là. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Il y avait des questions relatives à S'explique, donc j'invite les gens à consulter le projet là, qui a été mis dans la discussion. Est-ce que de votre côté, Élise, vous avez d'autres questions ou éléments à apporter? Non, ça va. Je serai prête pour le mot de clôture lorsqu'on y sera. Très bien. Stéphanie Boutin et Alexa Martin-Story, est-ce que vous souhaitez apporter un dernier message ou élément là, pour clôturer la discussion? Juste, nous étions très heureuses de recevoir cette action concertée. Je pense qu'il y a beaucoup de retombées potentielles en lien avec nos résultats. Et regarder l'intimidation fondée sur le genre nous donne un point de vue unique et important sur le phénomène d'intimidation vécu par les filles. Donc, merci beaucoup pour cette belle opportunité et merci pour toute notre équipe et tous nos étudiants et ainsi de notre comité de consultation. Leur avis était vraiment essentiel à le succès et la réussite de ce projet. Et de votre côté, Stéphanie, c'est complet? Mais oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'Alexa vient de mentionner. Merci infiniment pour votre présentation. Alors, on aura certainement beaucoup d'autres discussions et donc, j'invite les participants, lorsque vous recevrez le lien vers l'enregistrement qui sera sur la chaîne YouTube du Fonds, n'hésitez pas, je vous encourage à la faire circuler dans vos réseaux. Je pense qu'on peut aller au-delà là, du nombre de personnes inscrites. Vraiment, c'est un sujet qui rejoint beaucoup, beaucoup de gens, d'intervenants, de parents aussi. Alors, parlons-en. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Et je vais donc céder la parole à Élise Demers pour le mot de clôture. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation. Oui, merci beaucoup Geneviève. Merci à tout le monde pour votre participation, pour les questions qui ont été posées également. J'étais contente de les voir émerger. En fait, j'ai l'impression que quand on parle de ce sujet-là, c'est comme si on est allé retourner une pierre. Puis là, on découvre toutes sortes de choses en dessous. Puis là, on se rend compte qu'il y aurait d'autres pierres à aller retourner pour affiner notre compréhension. Puis ça, pour moi, c'est un succès en quelque sorte parce qu'on est venu ouvrir une porte qui va nous amener, je pense, vers d'autres pistes intéressantes de réflexion. Puis on le voit avec tous les projets qui vont en découler, là, que je trouve tous très intéressants et j'aurai très hâte de voir leurs résultats également. Pour le secrétariat à la condition féminine, c'était important de se pencher sur ce sujet-là. On savait déjà que l'intimidation se vivait pas de la même façon chez les filles, qu'il y avait des conséquences qui pouvaient être différentes pour elles notamment. On avait l'intuition, l'impression que ça pouvait être lié entre autres aux stéréotypes sexuels. Cette action concertée-là, elle a commencé dans notre tête il y a longtemps. Des fois, c'est des processus qui sont longs. Donc, c'était une action de la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui s'est terminée en 2021. Et là, on arrive maintenant avec ce résultat-là aujourd'hui qui arrive à un bon moment, je pense, pour influencer les prochaines actions qu'on va faire sur ce sujet-là.
Il y a 79% des filles qui nous ont dit avoir vécu du slut shaming. C'est majeur. Ça veut dire que ça fait partie de la vie de 4 filles sur 5. Elles peuvent l'avoir vécu une seule fois, mais que ça puisse affecter ensuite chaque jour leur choix d'habillement, de comportement, que ça les pousse à se conformer à la norme de la bonne fille. Cette conformité-là au stéréotype sexuel va avoir des conséquences toute leur vie. En fait, ça serait probablement plus juste de dire que le slut shaming, ça fait partie de la vie de 100% des filles, parce que même si on n'en a pas subi personnellement, on a entendu, on a vu d'autres filles en vivre autour de nous, puis la crainte d'être la prochaine cible peut nous habiter puis influencer aussi nos comportements. Euh, j'ai trouvé intéressant là, qu'on parle tout à l'heure de la manière dont le slut-shaming peut être utilisé comme une manière de réguler le comportement des filles pour qu'ils viennent correspondre aux stéréotypes sexuels. On va donc sanctionner une fille qui va s'écarter de la norme. Donc, ce risque-là, il a été nommé. C'est un risque élevé qu'une fille qui vit ce type-là d'intimidation pense que c'est de sa faute, qu'elle ait l'impression de l'avoir mérité, puis qu'en conséquence, elle n'ose pas en parler puis demander de l'aide. On constate la même chose d'ailleurs avec le partage non consensuel d'images intimes sur lequel on s'est penché, où il y a un vrai blâme des victimes par rapport à ces questions-là. Moi, dans les questions qui me restent à la fin de tout ça, je me demande est-ce que le fait de faire subir du slut shaming pour une fille, ça représente aussi une forme de protection contre le fait d'en subir soi-même? C'est une hypothèse qui est intéressante à explorer. Est-ce que quand moi, je corrige l'habillement ou le comportement d'une autre fille, je me place en quelque sorte du côté des filles qui correspondent aux stéréotypes en n'étant pas trop disponible sexuellement? Fait que ça représente un bouclier pour moi, par exemple. Je retiens aussi de l'étude de la réalité propre des filles des minorités sexuelles. On peut avoir tendance à les voir toutes d'un bloc, mais l'idée de croisement de plusieurs identités qui peuvent déboucher sur une discrimination qui est distincte, je pense qu'on doit la retenir pour nos travaux futurs sur ces questions-là, puis pour aborder la question de l'intimidation fondée sur le genre. Cette étude-là, bref, c'est une première étape pour nous. On voulait étudier ce phénomène-là en contexte québécois, avoir des bases sur lesquelles on allait construire nos connaissances, s'outiller pour des interventions qui allaient être plus efficaces. Fait que, comme je vous disais, là, on va suivre avec intérêt les autres publications qui vont découler de cette première-là. Euh, les résultats de la recherche, pour moi, ils confirment encore une fois la nécessité d'utiliser une approche d'analyse différenciée selon les sexes. Quand on vient creuser ce genre d'enjeu-là, on veut faire ressortir les réalités distinctes puis adopter des approches appropriées. Pourquoi on fait ça? Pour que nos approches, elles soient plus efficaces. Euh, je vous ai parlé du projet qu'on finance avec S'explique. Je pense qu'il y a un lien qui doit se faire entre le milieu de la recherche puis l'intervention terrain qui va se faire dans certains groupes communautaires, mais aussi dans les écoles, par les intervenants et intervenantes qui sont en contact avec les jeunes au quotidien. Donc, je pense que le lien qu'on fait entre ce projet-là, puis bon, éventuellement, le projet sur les codes vestimentaires, pour moi, c'est un signe que ces choses-là doivent se parler. Donc, la recherche doit parler à l'intervention et vice-versa. Puis c'est entre autres ça qu'on avait en tête en mettant en place cette action concertée-là. Je vais terminer en remerciant l'équipe de recherche, plus particulièrement Alexa, évidemment. Merci aussi au FRQ pour son soutien, aux ministères partenaires qui ont accompagné le projet depuis le début ou qui se sont joints à nous en cours de route. J'en profite aussi pour souligner l'accompagnement de Nathalie Roy du FRQ qui m'avait guidée dans cette première expérience-là de création d'un appel de proposition. Donc, vous lui transmettrez, s'il vous plaît. Puis pour le secrétariat à la condition féminine, je termine en disant qu'aujourd'hui, c'est pas la fin de la route, c'est vraiment une nouvelle étape qui s'ouvre. Donc, on va devoir faire vivre ces résultats-là, faire circuler l'enregistrement, les présentations, les infographies qui ont été créées. Bref, faire sortir tout le monde les données qui sont parlantes pour nos réseaux respectifs, puis les diffuser. Puis surtout, ben, s'inspirer des recommandations pour adapter nos actions pour répondre aux besoins des filles qui vivent de l'intimidation et du slut-shaming. Alors, merci beaucoup.